Bonjour, on va traiter aujourd'hui une question importante qui relève du domaine de la cancérologie digestive et qui va porter sur le cancer colorectal. Alors pour commencer, on va dresser un plan pour pouvoir suivre. Ce plan comportera d'abord des objectifs pédagogiques à citer, une introduction, des titres épidémiologiques. On va diviser notre cours en deux chapitres. Un consacré au cancer du côlon et le deuxième consacré au cancer du rectum. Dans le cancer du côlon, on va parler de l'éthiopathogynie qui est importante, de l'étude clinique, des explorations coliques et de l'anapathe. Pour le chapitre cancer du rectum, on va parler de la clinique et des examens complémentaires. Pour les deux, on va traiter les deux pathologies par pouvoir d'abord citer les grandes règles de la chirurgie colorectale carcinologique, par citer aussi la stratégie thérapeutique, et on va donc traiter de deux façons notre pathologie, par un traitement curatif et par un traitement palliatif quand la chirurgie n'est pas possible ou bien le traitement curatif n'est pas possible. Alors les objectifs pédagogiques, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette conférence? Alors d'abord, il faut connaître les facteurs favorisants pour pouvoir sensibiliser les gens dans un but préventif, savoir interpréter une symptomatologie digestive en rapport avec une lésion colico-rectale et ne pas passer à côté, ne pas hésiter à demander des explorations correspondantes à temps pour pouvoir traiter à temps, ne pas négliger une symptomatologie rectale et la rattacher à une simple pathologie proctologique anorectale bénigne. Enfin, l'intérêt de l'enquête familiale et du dépistage actuellement qui est important et qui permet de traiter à un temps ou d'une façon précoce toutes les lésions suspectes ou prédisposées à dégénérer, surtout dans les cas familiaux. Il faut qu'il y ait une bonne prise en charge multidisciplinaire, rassemble donc les différents acteurs qui interviennent dans le traitement de cette pathologie, savoir les chirurgiens, les gastroentérologues, les pathologistes, les oncologues, les épidémiologues et les radiothérapeutes. Enfin, on insistera sur le rôle des médecins généralistes qui est le premier à consulter. Ce médecin généraliste fera très attention aux petites lésions qui passent inaperçues, aux petits symptômes qui passent inaperçus et qui peuvent cacher de grosses pathologies cancéreuses. Alors, le cancer du côlon et du rectum constitue un vrai problème de santé publique. De par sa fréquence qui ne cesse d'augmenter et se développe habituellement sur les lésions préexistantes, telles que l'adénome. Donc, ces lésions se développent soit sur des lésions préexistantes, des petites lésions, par exemple l'adénome, et dans certains cas, dans un tiers des cas, il n'existe aucune lésion préexistante et c'est des cancers nouveaux, ce qu'on appelle des cancers de nouveau. Le pronostic est mauvais, en effet, 50% de patients décèdent. On assiste actuellement à des progrès donc de par la génétique et de par le dépistage. Le dépistage nous a permis donc de traiter des patients à temps, des cas pratiquement in situ dans certaines pathologies cibles, dans certaines populations cibles prédisposées, telles que les facteurs, le côté familial, et aussi la génétique nous a permis donc de détecter le gène responsable de ces cancers-là et de cibler les patients qui sont porteurs de ce gène. Alors, comme on avait dit, le cancer du côlon et du rectum augmente, sa fréquence augmente ces derniers temps. Il a grimpé, il se situe maintenant en deuxième position chez la femme après le sein, alors qu'il y avait d'autres lésions avant lui, telles que le col et autres. Et chez l'homme, il a gagné la première place avant le poumon et avant la prostate. Ces cancers interviennent généralement chez les sujets au-delà de la quarantaine
Mais il y a quelques cas particuliers où on peut avoir des lésions avant l'âge de 30 ans, ce qu'on a constaté chez certains jeunes sujets jeunes. Le sexe féminin paraît un peu plus touché, des femmes au-delà de 70 et 80 ans qui sont donc les plus fréquents. L'incidence du cancer du côlon gauche est plus importante et plus fréquente que celle du cancer du côlon droit ou bien du transverse, c'est ce qu'on a constaté. Et plus de 50% de l'ensemble des cancers coliques sont localisés au niveau du sigmoïde. L'éthiopathogynie de ce cancer, c'est-à-dire les facteurs qui interviennent dans la genèse de ce cancer, on va commencer d'abord par les facteurs génétiques et on abordera les autres facteurs. Alors, parmi les facteurs génétiques qui sont très importants, il y a la polypose adénomateuse familiale PAF. C'est une mutation du gène APC qui a été localisée au niveau du bras long du chromosome 5. Et deuxièmement, on a le syndrome de cancer colique héréditaire sans polypose, les HNPCC, ou le syndrome de Lynch. Ce syndrome est défini donc par une association de cancers tels que le cancer de l'endomètre, cancer du grêle, du rectum, de l'ovaire et des voies urinaires extractrices. Il est défini par les critères d'Amsterdam, à savoir une mutation constitutionnelle du gène COCA1, des cancers d'autres localisations qu'on avait déjà citées. Il existe aussi des cancers coliques sporadiques. Alors, les facteurs alimentaires qui interviennent dans la genèse de ce cancer-là, on citera les aliments ou bien les aliments riches en graisse animale et en cholestérol et pauvres en fibres végétales, favorisant ainsi le cancer colique. C'est pour ça on conseille à nos patients ou bien aux gens d'éviter un excès de graisse animale et de cholestérol. Deuxième aussi élément important aliment, ce sont les nitrites. Les nitrites qui interviennent dans la genèse de ce cancer-là. Ce sont les dérivés qui sont mutagènes. Ils possèdent un rôle potentiellement néfaste. Après, il y a les hydrates de carbone, l'alcool et le tabac qui sont incriminés pratiquement dans la majorité de la pathologie cancéreuse, l'obésité, la réduction de l'activité physique, c'est-à-dire que les gens sédentaires qui ne bougent pas, qui ne font pas de sport. L'hyperinsulinisme au cours du diabète type 2 et la cholecystectomie qui est aussi constatée dans la genèse du cancer du côlon. Alors, comme il y a des facteurs qui favorisent l'apparition de ce cancer, il y a d'autres aliments qui diminuent le risque de ce cancer. Parmi ces aliments, surtout les fibres alimentaires et les végétaux. Il y a aussi la consommation d'huile d'olive qui diminuerait le risque de cancer colique. Le calcium, le sélénium, la vitamine A, E et D, les antioxydants, l'aspirine et les AINS qui ont donc qu'on a constaté que ces éléments-là diminuent ou protègent un peu contre la formation de ce cancer colique-rectal. Après les facteurs génétiques et alimentaires, il y a des lésions précancéreuses qui font le lit du cancer. On citera comme exemple l'adénome qui est un état précancéreux. Cet adénome commence d'abord par une dysplasie dans le temps, une dysplasie épithéliale, évolue vers l'adénocarcinome intramuqueux pour devenir invasif en profondeur. Donc, tout adénome doit être réséqué quand il y a l'indication, oui, biopsié et traité et poursuivi. Il y a aussi les polypes amartomateux, du syndrome de Peutz-Jeghers ou ceux de la polypose juvénile qui sont des lésions précancéreuses. Alors pour ces adénomes, on avait constaté que c'est des adénomes qui dégénèrent dans 60 à 80% des cas qui donnent des cancers. C'est pour ça tout adénome colique ou rectal doit être réséqué et suivi, et même biopsié. Alors, certains éléments qui constituent donc la gravité de cet adénome, c'est surtout la taille
plus la taille est importante, plus la gravité est importante, plus il y a aussi la composante villeuse qui entraîne une dysplasie. La durée moyenne est de 10 ans, c'est-à-dire dégénère au bout de 10 ans, et aussi l'aspect macroscopique, l'adénome plan, il a un risque très élevé de dégénérescence et encore plus rapide. Voici quelques images endoscopiques lors d'une colonoscopie. On voit ces adénomes-là qui revêtent plusieurs aspects, pédiculés, sessiles et autres. Ces adénomes donc doivent bénéficier d'une résection endoscopique pour les cas qui sont prédisposés à être réséqués sans laisser en place de cellules cancéreuses. Bien sûr, il faut toujours vérifier l'huile de la résection s'il n'y persiste pas de lésions cancéreuses et même l'adénome s'il n'y a pas de dégénérescence. Autre lésion précancéreuse, colique et rectale, c'est surtout les lésions inflammatoires. Les lésions inflammatoires, c'est les lésions inflammatoires chroniques, les myquiques, ce qu'on appelle les myquiques, la RCH et le Crohn. Donc, au-delà de 10 ans, l'évolution d'une RCH évolue vers la dégénérescence. Le taux de dégénérescence est de 12% après 10 ans, et plus il dure, c'est-à-dire au-delà de 30 ans, le risque atteint 30% de dégénérescence. Donc, à coup sûr, avec le temps, cette RCH dégénère avec le temps. Donc, les localisations néoplasiques sont souvent multiples. Pour la maladie de Crohn, le risque de dégénérescence est accru au-delà de 8 ans d'évolution. Pour les deux cas, c'est des pathologies inflammatoires qui doivent être surveillées, c'est-à-dire traitées médicalement et quelques cas qui relèvent de la chirurgie, mais la surveillance est rapprochée et de près. Au moindre signe de dégénérescence, il faut intervenir. Toujours dans les facteurs favorisants, il y a aussi les antécédents de cancer colique ou d'adénome colique. Un autre facteur assez particulier, ce sont les anastomoses urétero-sigmoïdiennes. Alors, il faut savoir que lors d'une cystoprostatectomie, il faut dériver les urétères. Et on peut confectionner une néovicie par un vecteur digestif, que ce soit sigmoïdien ou autre, et que ces urétères sont abouchés au niveau d'un vecteur digestif isolé pour confectionner une néovicie. Ces urines-là commencent à irriter la muqueuse intestinale et avec le temps, cette irritation donnera une dégénérescence, ce qui maintenant constitue les cancers sur anastomose urétero-sigmoïdienne. Alors cliniquement, comment se manifestent ces cancers coliques? Alors on commence d'abord par les symptômes, par l'interrogatoire et les symptômes d'appel. La douleur abdominale, ce sont des douleurs vagues, localisées au niveau du cadre colique, évoluées par crise d'aggravation progressive qui cèdent après une débâcle de sel et de gaz. Généralement, c'est des douleurs vastes le long du cadre colique qui ne sont pas trop spécifiques. Deuxième signe, ce sont les troubles du transit. Ces troubles sont fréquents sous la forme, surtout, particulièrement sous forme d'alternance de diarrhée et de constipation. Et enfin, le maître symptôme, c'est le saignement, c'est-à-dire l'érectorragie. Alors, surtout dans les localisations coliques gauche qui sont proches de l'émission rectale, c'est-à-dire proches du canal anal, toute hémorragie intestinale basse, même en présence d'une pathologie proctologique, impose une exploration. Ces rectorragies-là, c'est un signe d'appel très important qui témoigne ou bien qui fait suspecter une néoplasie. C'est pour ça que toute rectorragie, il faut la prendre plutôt au sérieux et ne pas négliger une rectorragie, la mettre sur le compte d'une lésion proctologique, à savoir une lésion hémorroïdaire, une fissure anale ou une lésion traumatique. Toujours, devant toute rectorragie, il faut s'inquiéter, il faut demander des examens complémentaires à visée diagnostique. L'examen physique est pauvre. Parce que le côlon et le rectum sont difficilement accessibles, surtout profondes et difficilement accessibles, masquées donc par la paroi abdominale, sauf certaines tumeurs qui sont très importantes, des tumeurs assez palpables qui se situent généralement au niveau de la fosse iliaque gauche ou bien la fosse iliaque droite. C'est des tumeurs très évoluées et qui témoignent donc de la gravité de ces lésions-là qui peuvent être palpables. Sinon, l'examen clinique est pauvre. Par contre, il y a des signes indirects d'extension et d'envahissement à distance.
Parmi ces signes, rechercher un ganglion susclaviculaire gauche qu'on appelle le ganglion de Troisi. On peut aussi rechercher une carcinose péritoniale par la perception de nodules péritoniaux lors d'un toucher rectal ou bien une tumeur prolabée. Il y a aussi quelqu'un qui présente une altération de l'état général sans signe clinique apparent. Il faut s'inquiéter, il faut donc penser à un cancer colique par un examen de l'hémoculte ou bien un examen endoscopique. Alors, l'hépatomégalie est un signe important qui témoigne de l'envahissement hépatique, c'est-à-dire des métastases hépatiques. Cette hépatomégalie peut être mise en évidence par une palpation du bord inférieur qui déborde et qui est nodulaire, soit par une flèche hépatique qui est importante. Ou bien cet envahissement hépatique peut se manifester par un ictère qui témoigne donc de l'atteinte de la fonction hépatique, ou bien on peut aussi avoir une ascite qui témoigne d'une carcinose péritoniale. Alors, le cancer colique peut aussi révéler d'autres aspects, et surtout quand il s'agit d'une atteinte pulmonaire, des signes pulmonaires témoignant de métastases pulmonaires. Et cette tumeur colique peut aussi se manifester par une péritonite stercorale lorsqu'elle se perfore. Et ça c'est très grave parce que la perforation non seulement va disséminer les cellules tumorales dans toute la cavité péritoniale, mais va engendrer un sepsis profond qui peut engendrer donc une péritonite très évoluée. Cette tumeur peut aussi se sténoser, donnant une occlusion intestinale aiguë. Et là, on ouvre une parenthèse pour dire que pas mal de patients se présentent pour la première fois aux urgences avec un tableau d'occlusion intestinale aiguë sans symptomatologie très évidente auparavant, c'est-à-dire des cancers qui se manifestent d'emblée par une occlusion intestinale aiguë. Des cancers qui étaient jusqu'à présent silencieux et d'emblée se manifestent par une occlusion intestinale, c'est très fréquent, et surtout la localisation gauche, ce qu'on constate au niveau des urgences. Ailleurs, on peut avoir une anémie inexpliquée ou une fièvre inexpliquée, une fièvre qui témoigne d'un syndrome paranéoplasique, ou bien une anémie qui témoigne d'un saignement occulte chronique et qu'on n'arrive pas à expliquer. Et quand on fait les recherches, on met en évidence les cancers coliques. Alors, on a abordé le chapitre clinique. Maintenant, il faut mettre en évidence cette tumeur. Il faut demander des explorations, des examens paracliniques. Et l'examen clé, le plus important, c'est l'endoscopie. La coloscopie, c'est un examen clé qui permet d'abord d'avoir une vision directe sur la tumeur, d'apprécier plusieurs paramètres, c'est-à-dire l'étendue, la distance, l'envahissement, et de nous permettre de faire des biopsies. Cette endoscopie visualise directement la muqueuse colique. Elle nous permet de faire des prélèvements et elle nous permet aussi, dans certains cas, de traiter des lésions bénignes telles que les adénomes par voie endoscopique. Le seul risque, c'est le risque de perforation. En fait, quand on fait une colonoscopie, on insuffle, il y a des insufflations d'air sur un côlon qui peut être fragilisé par la distension en amont, qui peut être aussi friable et qui peut se perforer, donnant une péritonite qui relève d'un traitement chirurgical en urgence. La colonoscopie explore la totalité du côlon, mais on peut aussi explorer le rectum du sigmoïde par une rectosigmoïdoscopie qui témoigne les tumeurs, qui dépiste les tumeurs sigmoïdiennes et rectales basses. Donc vous voyez quelques images endoscopiques de différents aspects de tumeurs coliques, du l'ulcéré, de la bourgeonnante, de l'ulcéro-bourgeonnante, avec différentes étendues en superficie et en longueur. Un examen radiologique aussi qui peut être pratiqué et qui a une sensibilité qui peut correctement visualiser dans 89 à 95% des cas les tumeurs, c'est le lavement barytique, c'est l'ophracification par voie basse. On injecte du produit de contraste, généralement c'est la baryte, et on visualise donc la tumeur sous forme d'une image lacunaire, comme on voit ici dans l'image en trognon de pomme. Cet examen n'est pas trop pratiqué actuellement. Il a été remplacé par le coloscan
et surtout l'endoscopie. Il est surtout utilisé quand la tumeur est non franchissable. L'endoscope ne peut pas franchir la tumeur, il ne peut pas explorer le côlon en amont et la partie haute. Pour ça, on injecte pour pouvoir opacifier la partie sous-jacente et détecter d'éventuelles lésions sous-jacentes. Un examen qui prend de l'ampleur actuellement, c'est le coloscan. C'est un examen qui est appelé aussi colonoscopie virtuelle, car ces images en 3 dimensions sont très proches de l'image native du scanner. Il a son importance dans les tumeurs non franchissables, qu'on peut explorer la totalité du côlon. Il y a aussi l'entéroscan entre parenthèses. Sa sensibilité est identique à celle de la colonoscopie, et surtout particulièrement dans la détection des polypes du côlon, sous forme donc de petites images lacunaires qu'on peut voir sur un colonoscope, plutôt sur un coloscan. L'échographie abdominale n'a pas beaucoup d'importance dans le diagnostic direct des cancers coliques. Par contre, elle a une indication dans les localisations secondaires, notamment les localisations abdominales, péritoniales, hépatiques, ovariennes, ganglionnaires et rétropéritoniales. La tomodensitométrie abdominale ou le scanner détecte les tumeurs, c'est-à-dire il met en évidence la tumeur, l'envahissement loco-régional et surtout l'atteinte ganglionnaire et des métastases à distance. L'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire l'IRM, a une sensibilité voisine du scanner. Mais sa place ici, non seulement d'avoir une image un peu plus précise de la localisation colique, mais surtout de visualiser certaines métastases hépatiques qui sont masquées ou bien qui ne sont pas visibles, qui n'ont pas pu être visualisées au scanner, c'est-à-dire que sa sensibilité elle est plus importante dans la détection des métastases hépatiques. En effet, sur certains clichés scanographiques, on a quelques images de métastases hépatiques, mais certaines images peuvent être cachées qui ne peuvent être visualisées qu'à l'IRM. Le PET scan ou la tomographie par émission de positons est un examen d'actualité. Il est un examen qui n'est pas trop disponible, mais qui a son importance dans la détection des différentes localisations dans tout le corps, sous forme de captation, et on peut voir des localisations, que ce soit osseuses, viscérales ou autres. Il est très important, mais peu disponible. Alors concernant l'anatomopathologie, il y a l'aspect macroscopique et l'aspect microscopique de ces lésions coliques. Ces tumeurs coliques peuvent revêtir l'aspect d'une tumeur bourgeonnante, une tumeur végétante ou hysterovégétante, ou bien une tumeur squareuse qui est plus rare, infiltrante et sténosante. Pour la macroscopie, alors il faut savoir que 98% des cancers coliques sont des adénocarcinomes, c'est-à-dire la majorité des tumeurs coliques représentées par les adénocarcinomes. Ces adénocarcinomes peuvent être bien différenciés, moyennement différenciés, peu ou indifférenciés. Il faut savoir que plus la tumeur est différenciée, plus le pronostic est favorable. Il y a aussi les coloïdes qui représentent 10 à 15%. Alors pour les autres tumeurs, les sarcomes sont très rares, 2%, les types lymphosarcomes ou les myosarcomes. À retenir que les adénocarcinomes sont les plus retrouvés dans le cancer colique. Alors l'extension tumorale peut se faire localement ou à distance. Localement ou dans la région ou bien les locaux régionales, donc à travers la paroi colique. La tumeur peut envahir toute la paroi colique, envahir les structures de voisinage, les adénopathies et les organes de voisinage, comme elle peut évoluer par voie lymphatique, un drainage lymphatique ou sanguine va d'autres viscères. Alors le drainage il est ascendant et les ganglions donc sont atteints par une imprégnation néoplasique. Alors les viscères les plus touchés, on commence d'abord par ordre de fréquence. Les plus touchés d'abord c'est le foie, parce que le foie représente ce qu'on appelle le filtre portal. Il filtre toutes les cellules néoplasiques
véhiculés par le système porte qui se localisent au niveau des foies et qui se manifestent par des métastases hépatiques. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de métastases hépatiques dans les localisations coliques. Deuxièmement, il y a le poumon. Le poumon, donc, qui représente 15% d'atteinte des cancers coliques. Vient après l'os avec 5% et le cerveau avec 5%. Donc, comme on a vu le cancer du côlon, maintenant on va voir le cancer du rectum, sa particularité. Commence par la clinique. Alors, cliniquement, le cancer du rectum se manifeste beaucoup plus par le maître symptôme qui est la rectorragie. Associé à cela, il y a d'autres signes cliniques qu'on va voir par la suite. Alors, cette rectorragie, c'est une rectorragie qui peut être isolée, sans spécificité, banale, occulte parfois, d'où l'intérêt de l'hémocute. Les troubles du transit, surtout dans les localisations basses, caractérisées par le fameux syndrome rectal, qui se voit beaucoup plus dans les localisations en basse. Alors, ce syndrome rectal est fait de faux besoins, qui sont des sensations de plénitude rectale, d'épreintes à type de douleur rectale précédant la défécation, et de ténèse, sous forme de tension douloureuse avec envie continue d'aller à la selle. C'est-à-dire que le patient sent une sensation d'apaisement quand il va à la selle, mais sans pouvoir donc émettre des selles. Les tumeurs hautes se manifestent beaucoup plus par l'alternance diarrhée et constipation et se manifestent aussi par des occlusions. Cette occlusion aiguë, elle peut être basse ou un peu plus haute. On peut aussi avoir une hématurie. Cette hématurie témoigne d'un signe très important, c'est-à-dire l'envahissement vésical. Cette tumeur rectale peut se perforer dans la vessie et saigner à l'intérieur de la vessie ou bien déverser ses matières fécales. Saigner dans la vessie se manifestant par une émission de sang à travers le méa urétral. Donc, c'est une hématurie, ou bien dégager des selles par la voie urinaire sous forme de sel, c'est-à-dire une fécalurie. Chez la femme, on peut avoir aussi un envahissement de la paroi vaginale qui est juste derrière, en avant du rectum, séparé par la cloison recto-vaginale. Quand il y a un envahissement de cette paroi, il y a une perforation de la paroi vaginale et la patiente sent une émission de sel à travers le vagin. C'est ce qu'on appelle les fistules recto-vaginales. Alors, l'examen clinique des tumeurs rectales se localise ou bien se focalise sur le toucher rectal, qui a son importance, surtout dans les localisations basses, c'est-à-dire les tumeurs du bas rectum. Ce toucher rectal est fait en décubitus dorsal ou en position génipectorale. Alors, d'abord, il apprécie la marge anale, s'il y a des lésions, des fissures, une tumeur prolabée, et l'introduction du doigt. Donc, apprécie s'il y a des ulcérations à bord induré irrégulier, s'il y a des bourgeons intraluminaux, et si ça saigne au contact. Donc, on peut toucher la tumeur bas située, on peut apprécier sa fixité, sa mobilité, son extension vers le haut et l'envahissement circonférentiel. Alors, pour mettre en évidence cette tumeur rectale, on commence par l'endoscopie qui est le maître examen clé. C'est l'examen clé. Il nous permet d'avoir une vision directe sur la tumeur, nous permet toujours de faire des biopsies et d'apprécier l'extension. Alors, cet examen aussi nous permet d'apprécier la distance entre la tumeur et la marge anale. Et ceci est important dans la décision thérapeutique chirurgicale, c'est-à-dire préserver ou non l'appareil sphinctérien, si c'est trop bas ou bien c'est trop haut. Nous permet aussi d'apprécier aussi la tonicité sphinctérienne lors du toucher rectal. Alors, voici une image d'une rectoscopie où on met en évidence une tumeur qui prend pratiquement la moitié de la circonférence rectale, qui est très importante, bourgeonnante, et qui saigne au moindre contact. Alors, comme la rétrosigmoïdoscopie, on pousse un peu plus haut pour explorer le sigmoïde, visualise des lésions dures, irrégulières, bourgeonnantes et hémorragiques, et permet aussi de faire des biopsies.
Donc, quand on a une tumeur rectale, il ne faut pas s'arrêter là, il faut toujours continuer par explorer le reste du côlon à la recherche d'autres lésions qui sont prédisposées à dégénérer, tels les polypes qui rentrent dans le cadre d'une polypose rectocolique. L'opacification par voie basse, le lavement opaque, il montre des tumeurs non accessibles au toucher rectal, c'est-à-dire un peu plus hautes, du haut rectum, des tumeurs irrégulières excentrées avec perte du lézéré de sécurité sous forme de lacunes intra-rectales, mais son intérêt est vraiment limité. Voici une image d'un lavement barité rectal, où on voit une tumeur basse, une tumeur rectale basse sous forme d'une image lacunaire en trognon de pomme, presténosante, pratiquement laissant passer un fin, c'est-à-dire un petit défilé, et qui va évoluer certainement vers l'occlusion intestinale aiguë. Alors un examen d'actualité actuellement qui a beaucoup d'importance, qui explore l'extension de la tumeur au niveau de la paroi, la paroi rectale, et explorer aussi l'atteinte ganglionnaire de voisinage périphérique. Il précise l'extension locorégionale du cancer, sa sensibilité est à 90% quand même. Il précise aussi l'infiltration tumorale transparieto-rectale et montre aussi des adénopathies latéro-rectales. C'est un examen qui prend de l'ampleur, qui commence à être plus pratiqué et qui nous permet surtout d'apprécier l'atteinte de la paroi des adénopathies et parmi aussi ces indications aussi nous permet aussi d'apprécier l'atteinte sphinctérienne. Voici une image d'une échoendoscopie montrant l'atteinte pariétale et l'atteinte ganglionnaire périphérique, c'est-à-dire l'atteinte ganglionnaire péritémorale. Le scanner et l'IRM non seulement donne une image précise un peu l'étendue de la tumeur rectale avec l'envahissement locorégional, mais aussi nous donne l'idée sur l'extension à distance, à savoir l'atteinte multiviscérale, hépatique, pulmonaire ou pelvienne. La colonoscopie en matière de cancer du rectum est importante. Elle permet donc de montrer d'éventuelles lésions coliques synchrones telles les adénomes et de ne pas passer à côté des lésions qui peuvent dégénérer à distance. Il se peut que ce cancer rectal soit un polype qui a dégénéré et qu'il y a d'autres polypes en amont qui sont en voie de dégénérescence ou sont déjà dégénérés. C'est pour ça que complète toujours par une colonoscopie totale explorant tout le cadre colique. Parce que l'attitude thérapeutique changera par la suite, on se limitera pas uniquement sur le cancer des rectums. La cystoscopie est pratiquée quand il y a signe d'envahissement vésical, on avait dit, l'hématurie, la fécalurie, ou bien certains signes de dysurie. Enfin, l'échographie, le scanner et le thorax ont l'air importants dans la détection des localisations hépatiques, pulmonaires et intra-abdominales ou pelviennes. Même chose aussi, la tomographie par émission de positons ou bien le PET scan, qui est un examen, on avait dit, d'actualité, qui est récent et qui nous permet donc de voir la moindre localisation au niveau du corps humain. Donc il permet donc de balayer tout le corps humain à la recherche d'une fixation par ce produit-là et qui permet donc de dire qu'il y a une localisation secondaire quelque part. Alors comme diagnostic différentiel, il y a certaines lésions bénignes qui simulent un cancer mais qui ne sont pas un cancer. On prend par exemple les tumeurs villeuses, c'est des tumeurs qui font peut-être le lit du cancer mais qui ne sont pas encore dégénérées, mais qu'il faut les prendre au sérieux, il faut les traiter à temps. D'autres lésions aussi bénignes peuvent donc dégénérer, telles les adénomes rectaux, les tumeurs carcinoïdes, les ulcères solitaires du rectum, les ulcérations thermométriques qui peuvent revêtir l'aspect d'un cancer en donnant des petites hémorragies et des petites inflammations et ulcérations, on prend pour un cancer, mais en fait, c'est des lésions iatrogènes induites par la pratique très fréquente de la prise de température. La maladie de Crohn, aussi une maladie bénigne mais qui peut dégénérer,
et les ulcérations vénériennes. Alors, on peut avoir aussi des lésions de rétrécissement rectal par une radiothérapie, par exemple une femme qui a eu un noyau du col utérin qui a été irradié, on peut avoir une sténose radique du rectum induite par cette radiothérapie. Il y a aussi l'ischémie qui peut provoquer aussi des lésions vasculaires et la maladie de Crohn. Certaines lésions des organes de voisinage comme la prostate chez l'homme, l'utérus chez la femme et l'anus chez les deux, ces tumeurs, donc c'est des tumeurs primitives prostatiques utérino-anales qui peuvent donc envahir le rectum et qu'il faut faire la différence entre une tumeur primitive et un envahissement secondaire. Alors, la biologie se limite au dosage de l'antigène carcino-embryonnaire, bien sûr, quand il n'y a pas d'altération de l'état général ou bien qu'il n'y a pas de défaillance multiviscérale. Alors, l'antigène carcino-embryonnaire qui a un intérêt surtout dans le suivi, c'est-à-dire cet antigène doit être dosé avant le début du traitement, après le début du traitement, mais qui servira de référence dans le suivi. C'est-à-dire le dosage d'un antigène carcino-embryonnaire, s'il est stable après un traitement bien conduit médical ou chirurgical, ceci témoigne de la stabilité de la lésion. Si on constate au cours du suivi que ce taux augmente dans le temps, il faut suspecter une récidive ou une localisation à distance. Et dans ce cas-là, il faut tirer la sonnette d'alarme et faire les examens complémentaires pour détecter ce type, donc soit de récidive, soit de métastase. Donc c'est un examen de suivi surtout. On arrive au chapitre traitement qu'on ne va pas trop détailler, donc le niveau, puisqu'on a affaire à des externes, mais ce traitement doit obéir à certaines règles. Alors, traiter un cancer du côlon ou bien du rectum, c'est obéir à certaines règles de la chirurgie colorectale, carcinologique, c'est-à-dire il faut être le plus carcinologique possible quand on peut, quand les lésions donc, sont prédisposées à être réséquées. Donc, il n'y a pas mieux que d'être radical et de réséquer la majorité ou bien la totalité des lésions cancéreuses. Ce traitement commence d'abord par une exploration première de la cavité abdominale, c'est-à-dire après une laparotomie, il faut explorer d'abord la cavité abdominale. On peut faire une échographie péropératoire hépatique à la recherche de métastases qui jusqu'à présent n'ont pas été visualisées sur les examens radiologiques préopératoires et de rechercher des nodules de carcinose péritonienne. Alors il faut réséquer au monobloc la tumeur avec un bon curage ganglionnaire sans effraction tumorale. Donc on tolère une marge de sécurité en amont de 5 cm et plus et en bas de 2 cm. 2 cm, donc ça nous permettra d'être un peu plus carcinologique. Il faut que les limites d'exérèse soient saines. Il faut qu'il y ait au minimum de curage ganglionnaire, c'est-à-dire au moins 12 ganglions lymphatiques. Et il faut ligaturer les vaisseaux proximaux des pédicules vasculaires. Ceci peut être fait soit par voie classique et laparotomie classique, ou bien par voie laparoscopique. Alors pour le côlon et le traitement chirurgical du côlon ou bien et le haut rectum, quand c'est possible, il faut les réséquer. C'est-à-dire côlon et rectum, il faut les réséquer quand les conditions s'apprêtent bien. Dans d'autres cas, il faut toujours commencer par une chimiothérapie en fonction de l'histologie et en fonction de l'étendue de la lésion. Pour le rectum, actuellement, donc la radiothérapie retrouve une place très importante, surtout dans les localisations basses, le bas ou bien le moyen rectum. Ceci pour diminuer les récidives. Donc on a constaté que une radiothérapie préopératoire diminue le risque de récidive locale beaucoup plus. Cette radiothérapie peut être associée à une chimiothérapie, ce qu'on appelle la RCC, la radiochimiothérapie concomitante préopératoire, qui nous aide donc à diminuer beaucoup plus le risque de récidive locale. Cette radiochimiothérapie aussi nous a permis aussi parfois de conserver la fonction sphinctérienne, c'est-à-dire quand il peut y avoir des lésions initialement qui touchait l'appareil sphinctérien, mais après une radiochimiothérapie, il y a une régression de cette tumeur qui a donc épargné
le sphincter anal et nous a permis donc de faire une résection conservatrice, c'est-à-dire pas d'amputation abdominopérinéale, mais une résection antérieure conservant l'appareil sphinctérien. Pour le côlon, les résections peuvent toucher soit le côlon droit, soit le côlon gauche, soit le côlon transverse. Pour le côlon droit, on peut être amené à faire une hémicolectomie droite, réséquer la totalité du côlon droit. Pour le côlon transverse, on peut être amené à faire une résection centrale segmentaire. Le côlon gauche, on peut faire une hémicolectomie gauche. Et pour le sigmoïde, on peut faire une résection sigmoïdienne. La résection antérieure basse, donc la dernière partie du côlon, qui prend la dernière partie du côlon et une partie du rectum. La proctocolectomie consiste donc à réséquer le rectum et une partie du côlon, c'est-à-dire le sigmoïde, et parfois la dernière partie du côlon. On peut aussi être amené, dans certains cas, dans les polyposes coliques diffuses, à faire une colectomie totale. Alors le traitement peut être soit curatif, et c'est le meilleur cas, soit il peut être palliatif dans les cas désespérés où on n'arrive pas à faire une résection carcinologique. Le traitement curatif doit obéir à certaines règles. Il faut qu'il y ait une résection de la totalité du tissu tumoral. Cette résection emporte la totalité de la tumeur en passant à au moins 2 cm au-dessous de la tumeur, comme on avait dit, c'est-à-dire les mesures carcinologiques. La totalité du mésorectum doit être réséquée, c'est-à-dire ça c'est une condition très importante. Il faut réséquer la totalité du mésorectum postérieur et latéral et faire un curage ganglionnaire, ces ganglions qui drainent le territoire concerné. Donc il faut faire le maximum, la résection totale de la tumeur, du mésorectum, avoir des marges de sécurité suffisantes en bas et en haut, et faire un bon curage ganglionnaire, là pour pouvoir donc parler d'un traitement curatif et donner les chances de survie à ce patient. Quand la tumeur n'est pas résécable, il faut bien sûr donc satisfaire le patient, lui donner un confort. S'il est en occlusion intestinale aiguë, il souffre, il faut le dériver. Donc il faut qu'il y ait des méthodes de dérivation pour rétablir le transit. Ces méthodes de dérivation soit chirurgicales, soit médicales. Alors chirurgicales, c'est surtout les colostomies supratumorales, c'est-à-dire on laisse la tumeur en place parce qu'elle n'a pas été, on n'a pas pu la réséquer, et on dérive le côlon en amont. On fait une colostomie en amont. L'exérèse de propreté consiste à réséquer d'une façon non carcinologique la tumeur. Ceci dans le cas des tumeurs hémorragiques qui saignent et on n'a pas le choix, il faut faire l'hémostase, il faut réséquer la tumeur. Dans les tumeurs occlusives, ça obstrue, il faut réséquer bien sûr, et surtout si cette tumeur a été perforée ou infectée, donc la laisser expose non seulement dissémination métastatique, mais expose aussi un risque infectieux très important qui peut emporter le malade. Dans certains cas, quand la chirurgie n'est pas possible ou bien qu'on peut s'en passer de la chirurgie, dans les cas occlusifs, on peut mettre en place des prothèses. Ceci permet donc de soulager le patient lorsqu'il y a une occlusion intestinale aiguë et surtout lorsque l'état général du patient ne permet pas de lui pratiquer une intervention chirurgicale et une anesthésie lourde. D'autres procédés locaux de destruction, c'est surtout l'électrocoagulation de la tumeur, surtout la tumeur qui saigne, la photocoagulation par laser YAG, la radiothérapie externe, la cryothérapie et la chimiothérapie aussi systémique. Ce sont des traitements palliatifs, donc qui peuvent soulager le patient et lui donner un confort de vie. Voici une image d'une amputation abdominopérinéale où on voit une tumeur rectale bas située. On voit ici la tumeur, la peau ici. C'est une amputation abdominopérinéale. On a réséqué pratiquement tout le rectum et l'appareil sphinctérien avant. Il y a un important cratère ulcéreux au niveau du bas rectum. C'est une tumeur qui fait un cratère ulcéreux qui a été réséqué en totalité. Voici une autre tumeur rectale
moyenne qui a été réséquée. Et là, on a conservé, on a fait une résection antérieure. On a épargné l'appareil sphinctérien. On voit ici la tumeur qui était sténosante, avec des marges de sécurité suffisantes en haut beaucoup plus et en bas plus de 2 cm. Et cette tumeur est sous forme d'un cratère, elle est pratiquement sténosante qui évolue vers l'occlusion. Elle a été réséquée et le rétablissement a été fait dans le même temps. On arrive à la fin du cours. Ce qu'il faut retenir, que c'est une pathologie qui devient très très fréquente. Vous avez vu qu'elle a touché l'homme en premier lieu, c'est-à-dire que ça se situe au premier rang dans les localisations néoplasiques chez l'homme, qui était avant quelques années, c'était le poumon, mais actuellement c'est le cancer du côlon et du rectum. Chez la femme aussi, elle a pris aussi une bonne place, en deuxième place. C'est des lésions qui sont très fréquentes et qui sont en train de prendre l'ampleur. Et on assiste maintenant à un changement dans l'habitude alimentaire, dans les facteurs qu'on avait vus, les facteurs alimentaires, génétiques, exogènes, inflammatoires et autres. Donc tous ces facteurs doivent être surveillés. Donc on insiste sur le dépistage qui est très important pour espérer traiter des patients à un stade précoce, pourquoi pas une tumeur in situ. Et ces sujets qui sont cibles, il faut les détecter, notamment les sujets là où il y a une prédisposition familiale. Lorsqu'il y a une maladie inflammatoire prédisposée aussi, il faut la surveiller de près. Quand il y a des lésions prédisposantes, c'est-à-dire des petites lésions qui font le lit du cancer. Donc ne pas négliger une symptomatologie qui nous paraît banale, une symptomatologie digestive ou un saignement qui nous paraît banal, prendre les choses à la légère. Au contraire, il faut s'inquiéter et demander les examens complémentaires nécessaires. Donc, et surtout quand on voit des tumeurs rectales qui arrivent à un stade très très évolué, qui peuvent être détectées par un simple toucher rectal ou bien par une endoscopie qu'on peut demander, donc on peut éviter le pire. Il faut dire aussi que la prise en charge multidisciplinaire a permis de mieux améliorer l'attitude thérapeutique. La discussion entre les différents acteurs qui interviennent dans le traitement de cette pathologie a permis non seulement de tracer une voie correcte dans le traitement et de ne pas perdre beaucoup de temps. Le patient trouve un circuit de traitement qui passe soit par la chirurgie, soit par la radiothérapie, soit par la chirurgie. Donc, cette RCP nous a permis donc de traiter convenablement ces lésions tumorales et de bien prendre en charge. Ici aussi l'enquête épidémiologique qui nous a permis aussi de cibler les personnes susceptibles de développer un cancer et de les suivre et d'avoir un œil très très vigilant dans la dégénérescence de certaines lésions qui peuvent donc engendrer un cancer. Et enfin, on citera aussi le facteur alimentaire très très important parce que le taux d'obésité a augmenté ces derniers temps, les habitudes alimentaires ont changé et comme vous avez vu, ces habitudes alimentaires sont la cause de l'apparition de ce cancer. Et je vous remercie.